On dit que les montagnes recèlent des secrets au cœur de la Sierra Nevada, où les roches anciennes gardent des secrets silencieux et où se déroulent des événements qui vous glaceront le sang. Brandon et Kayla Adams, deux alpinistes expérimentés, disparaissent au col Forester, laissant leur sac à dos sur un rocher isolé. Benjamin Porter, 6 ans, s'évapore dans une prairie près du mont Rainier, avant d'être retrouvé vivant 16 jours plus tard, à une altitude inaccessible même pour des adultes. Le professeur Martin Schultz, une légende de la géologie, disparaît sur les pentes du mont Whitney, ne laissant derrière lui que son marteau et son sac à dos. Au même moment, sa veste apparaît mystérieusement plusieurs centaines de mètres plus haut. Que cachent ces montagnes? Quelle force emporte les gens sans laisser de traces? Aujourd'hui, vous allez entendre 3 histoires inexplicables de randonneurs disparus qui défient toute compréhension conventionnelle. Le 23 septembre 2001, Brandon et Kayla Adams, un couple marié, partent en randonnée sur une partie du légendaire Pacific Crest Trail, passant par le Forester Pass, le point culminant de l'itinéraire à 3962 mètres d'altitude. Brandon, 28 ans, et Kayla, 31 ans, sont des alpinistes expérimentés de San Diego qui ont passé les 7 dernières années à explorer les montagnes de la Sierra Nevada. Ils s'étaient rencontrés dans un club d'escalade, s'étaient mariés 3 ans auparavant et avaient fait de la randonnée le centre de leur vie commune. Brandon travaillait comme ingénieur dans une entreprise technologique et Kayla enseignait la biologie dans un lycée. Chaque été, ils prenaient des congés et partaient en randonnée pendant plusieurs jours, documentant leurs itinéraires dans un journal détaillé. Leurs amis connaissaient le couple comme des passionnés de montagne qui planifiaient soigneusement chaque randonnée, étudiaient les cartes et les conditions météorologiques et avaient toujours un plan de secours en cas d'imprévu. Le col Forester est situé à la frontière entre le parc national de Kings Canyon et le parc national de Sequoia, à plus de 4000 mètres d'altitude, où l'oxygène est 40% moins présent qu'au niveau de la mer. C'est un endroit hostile, avec des parois rocheuses abruptes de chaque côté. Aucune végétation, seulement des rochers nus et des falaises de granit. Le temps y est imprévisible, même pendant les mois d'été. À la fin du mois de septembre, les températures peuvent descendre en dessous de 0 le soir. Les Adams étaient jamais conscients de ces risques et s'étaient préparés en conséquence. Leur sac à dos contenait tout l'équipement nécessaire, des vêtements chauds, des sacs de couchage adaptés à des températures de moins 10 degrés Fahrenheit, 5 jours de nourriture, un réchaud de camping, une trousse de premiers secours, un GPS, des lampes de poche, des sifflets pour signaler une détresse et des cartes topographiques. Brandon, qui avait plus d'expérience en alpinisme, avait également emporté du matériel d'escalade de base, une corde, des mousquetons et un système d'assurage. Ils sont partis tôt le matin, vers 6 heures, avec l'intention de franchir le col et de descendre de l'autre côté avant la tombée de la nuit. Le temps était parfait, ciel dégagé, excellente visibilité et vent modéré. L'ascension du col a pris plusieurs heures. À midi, ils avaient atteint le sommet. Dans leur journal, retrouvé plus tard, Kayla a écrit « 12h35, au col Forester, vue incroyable sur la vallée. Le vent était fort, mais le soleil est chaud. Brandon a suggéré de s'arrêter pour déjeuner et se reposer 1 heure avant la descente. Fatigué mais heureux. Température d'environ 7 degrés l'eau frais. C'était la dernière entrée. Vers 17 heures le même jour, un groupe de 4 randonneurs de l'Oregon, 2 frères et leurs épouses, ont gravi le col Forester depuis le versant opposé. Jack Morrison, un enseignant de 33 ans, a été le premier à remarquer quelque chose d'étrange. Près d'un gros rocher de granit,
À environ 30 mètres du sentier, se trouvaient 2 sacs à dos de randonnée appuyés contre la roche. Il n'y avait personne aux alentours. Le groupe a appelé, pensant que les propriétaires des sacs à dos s'étaient éloignés pour se soulager ou prendre des photos. Il n'y a pas eu de réponse. L'écho a rebondi sur les parois rocheuses et s'est éteint. Morrison s'est approché des sacs à dos. Ils n'étaient manifestement pas abandonnés. Ils étaient soigneusement placés. Toutes les fermetures éclairs étaient fermées. L'un d'eux portait une étiquette avec le nom Brandon Adams, l'autre Kayla Adams. Le groupe se mit à la recherche des propriétaires des sacs à dos. Le col était un espace ouvert, offrant une excellente visibilité sur plusieurs centaines de mètres. Il n'y avait nulle part où se cacher. Les parois rocheuses s'élevaient de presque à la verticale des deux côtés. Le sentier était clairement visible sur 1,5 kilomètre dans toutes les directions. Si quelqu'un avait descendu ou gravi le sentier, il aurait été visible, mais il n'y avait personne. Morrison et son groupe passèrent 40 minutes à fouiller la zone, à vérifier les crevasses entre les rochers, à appeler à voix haute. Silence. Il faisait de plus en plus froid. La température baissait et la nuit commençait à tomber. Le groupe a décidé de descendre jusqu'au poste de garde forestier le plus proche pour signaler sa découverte. La descente a pris 3h30. À 22h, Morrison avait atteint le poste. Le garde forestier de service, Thomas Elliott, a immédiatement contacté le centre de coordination du parc national de Sequoia. Compte tenu de l'altitude et des températures nocturnes, qui pouvaient descendre jusqu'à 12 degrés Celsius au col Forester à la fin du mois de septembre, chaque heure était cruciale. À minuit, une équipe de 8 gardes forestiers et 2 maîtres chiens avec des chiens de recherche avait été constituée. Cependant, l'ascension du col de nuit était trop dangereuse. Sentiers étroits, pentes raides, risque de chute. Ils ont décidé d'attendre l'aube. Le matin, l'équipe de recherche a commencé l'ascension. À 9h, ils avaient atteint le col. Les sacs à dos étaient toujours au même endroit. Les gardes forestiers ont procédé à une première inspection du contenu. À l'intérieur se trouvait tout l'équipement nécessaire. Des vêtements chauds, des sacs de couchage, de la nourriture, partiellement consommée, emballage de barres énergétiques, emballage de fromage vide, un réchaud de camping et un navigateur GPS. Le dernier point GPS enregistré correspondait à l'emplacement du col, 12h42 plus tôt. Après cela, l'appareil n'a enregistré aucun mouvement. Les maîtres chiens ont lâché les chiens. 2 bergers allemands, dressés ayant de nombreuses années d'expérience dans la recherche de personnes disparues. Les chiens ont reçu des vêtements provenant des sacs à dos pour les renifler. La réaction des chiens était inhabituelle. Les 2 bergers se sont approchés des sacs à dos, les ont reniflés attentivement, puis ont commencé à tourner en rond, en gémissant. Après quelques minutes, les 2 chiens se sont couchés sur les rochers et ont refusé de continuer à travailler. Le maître chien Marcus Jenkins, qui travaillait avec ses chiens depuis 23 ans, était stupéfait. Pour la première fois de toute ma carrière, les 2 chiens ont refusé de travailler en même temps, a-t-il déclaré au capitaine de l'équipe de recherche. L'opération de recherche a immédiatement été élargie. Le soir venu, 50 gardes forestiers et bénévoles travaillaient sur le site. La zone a été divisée en secteurs. Des équipes d'alpinistes ont commencé à inspecter les parois rocheuses, les crevasses et les zones difficiles d'accès. Un hélicoptère équipé d'un appareil d'imagerie thermique a survolé la zone. Toutes les voies de descente possibles ont été vérifiées, tant sur les sentiers officiels que dans les zones sauvages. Les parents de Brandon, Robert et Mary Adams de San Diego, ainsi que la mère de Kayla, Barbara Turner, sont arrivés sur le site des recherches le 2e jour. Robert, un colonel de marine à la retraite âgé de 62 ans, a essayé de rester calme. « Mon fils est un alpiniste expérimenté. Il connaît les montagnes.
Lui et Kayla étaient donc toujours prudents. Ils suivaient toujours les protocoles de sécurité. Ils avaient tout l'équipement nécessaire, a-t-il répété à plusieurs reprises. L'équipe d'enquête du bureau du shérif du comté de Tulare a envisagé plusieurs versions des faits. La première était un accident. Brandon et Kayla ont peut-être laissé leur sac à dos pour explorer les environs ou prendre des photos du paysage. L'un d'eux a peut-être glissé, est tombé et a entraîné l'autre dans sa chute en essayant de l'aider. Cependant, l'examen du bord du col n'a révélé aucun signe de chute. Pas de rochers brisés, pas de traces de frottement sur les falaises, pas de lambeaux de vêtements. La deuxième théorie était qu'ils avaient décidé de descendre par un itinéraire inhabituel, s'étaient perdus ou s'étaient retrouvés piégés quelque part dans ce terrain accidenté. La troisième version, criminelle, semblait peu probable. À plus de 4000 mètres d'altitude, il est rare de croiser d'autres personnes, surtout à la fin du mois de septembre. Le groupe de Morrison était le premier à gravir le col après le couple Adams. Les recherches se sont poursuivies pendant 9 jours, sans résultat significatif. La zone dans un rayon de 16 km autour du col a été inspectée. Les alpinistes ont descendu toutes les voies d'eau possibles des deux côtés. Les grottes, les crevasses et les ravins ont été inspectés. Ils ont survolé des centaines de kilomètres carrés en hélicoptère. Plus de 300 bénévoles ont participé à l'opération. Les familles Adams et Turner ont offert une récompense de $50 000 pour toute information sur la localisation des personnes disparues. Le 4 octobre, 11 jours après leur disparition, un groupe d'alpinistes expérimentés de Berkeley effectuait une ascension technique sur une voie isolée à environ 3600 mètres d'altitude, à environ 2,5 km au sud du col Forester. La voie passait par une gorge étroite entre des parois rocheuses abruptes, un endroit qui nécessitait un équipement d'escalade et de l'expérience. Michael Stone a remarqué quelque chose de brillant dans la crevasse. Après avoir descendu en rappel, il a découvert le corps d'une femme. Le corps a été transporté à la morgue du comté de Tulare. Le médecin légiste l'a identifié comme étant Kayla Adams grâce à son dossier dentaire. Kayla portait les mêmes vêtements que le jour de sa disparition. Une veste polaire légère, un pantalon de randonnée et un t-shirt. Elle n'avait pas de chaussures. L'examen de ses pieds a révélé des blessures minimes, quelques écorchures et égratignures, mais rien de grave. Le corps a été retrouvé à 410 mètres en contrebas du col Forester. Comment Kayla est-elle arrivée là? Le mystère reste entier. Pour descendre dans ce ravin, il fallait soit du matériel d'escalade et de l'expérience, soit avoir fait une chute. Cependant, le corps ne présentait aucune blessure typique d'une chute d'une telle hauteur. Pas de fracture, pas d'hématomes importants, pas de lésions internes. Le pathologiste a déterminé que la cause du décès était l'hypothermie compliquée par la déshydratation. Le rapport médical indiquait que Kayla était de rester consciente pendant au moins plusieurs jours après sa disparition. Elle s'était déplacée et avait tenté de sortir. Elle présentait des écorchures aux mains, indiquant qu'elle avait tenté d'escalader les rochers. Mais l'absence de blessures graves sur un terrain aussi accidenté restait inexplicable. Comment une alpiniste expérimentée avait-elle pu descendre dans une gorge étroite, entourée de parois abruptes, sans équipement ni chaussures? Pourquoi avait-elle retiré ses bottes? Les experts en survie extrême ont avancé plusieurs hypothèses. Le docteur Elizabeth Connor, spécialiste en médecine de montagne à l'Université de Californie, a expliqué « En état d'hypothermie, une personne éprouve une sensation paradoxale de chaleur. C'est un phénomène bien documenté. Les victimes d'hypothermie enlèvent souvent leurs vêtements et leurs chaussures, pensant qu'elles ont trop chaud. Ce comportement irrationnel est l'un des derniers signes avant la perte de conscience. »
Cependant, cela n'expliquait pas comment Kayla s'était retrouvée si loin du col, dans un ravin qui nécessitait une descente technique. L'alpiniste Robert Hillman, qui a conseillé l'enquête, a suggéré « Peut-être a-t-elle trouvé un itinéraire que nous ne connaissons pas. Il existe dans les montagnes des passages naturels et des crevasses qui ne sont pas indiquées sur les cartes. Dans un état de panique ou de désorientation, une personne peut descendre un chemin qui semble praticable, mais qui s'avère être un piège. Facile à descendre, mais impossible à remonter. » Brandon n'a pas été retrouvé. Les opérations de recherche ont repris avec une intensité redoublée après la découverte du corps de Kayla. Le raisonnement était simple. Si Kayla s'était retrouvée dans le ravin, Brandon pouvait également se trouver quelque part, à proximité. Les alpinistes ont passé au peigne fin toutes les crevasses, grottes et zones difficiles d'accès dans un rayon de 3 miles autour du lieu de la découverte. 2 semaines supplémentaires de recherches intensives. Rien. La famille a organisé une expédition de recherche privée. Robert Adams a engagé une société professionnelle de recherche et de sauvetage spécialisée dans les opérations en montagne. Une équipe de 12 alpinistes expérimentés a passé 1 mois supplémentaire à inspecter chaque mètre carré dans un rayon de 5 miles autour du col Forester. Ils ont utilisé des drones équipés de caméras, du matériel professionnel d'imagerie thermique et des chiens spécialement dressés. Sans résultat. En novembre, la neige avait recouvert les hautes montagnes de la Sierra Nevada. Il était impossible de poursuivre les recherches avant le printemps. La famille Adams espérait que de nouveaux indices apparaîtraient tôt après la fonte des neiges. Au printemps 2002, les recherches ont repris. Des groupes de bénévoles, coordonnés par les gardes forestiers, ont de nouveau ratissé la zone. Brandon n'a pas été retrouvé. Les années ont passé. L'affaire Brandon Adams est restée ouverte. Chaque été, les groupes de touristes passant par le col Forester recevaient donc des dépliants d'informations avec une photo de Brandon et une demande de signaler toute découverte, vêtements, équipements ou toute trace d'une personne. Les gardes forestiers vérifiaient donc régulièrement les zones reculées. Rien. Mary Adams, la mère de Brandon, a consacré le reste de sa vie à la recherche de son fils. Elle a organisé une collecte de fonds pour soutenir les familles des personnes disparues dans les parcs nationaux, a fait pression pour améliorer les systèmes de recherche et de sauvetage et a plaidé en faveur de l'installation de stations de communication d'urgence supplémentaires dans les zones montagneuses reculées. Je n'arrêterai jamais de chercher mon fils. La réponse se trouve quelque part dans les montagnes. Je dois la trouver, a-t-elle déclaré dans une interview. Barbara Turner, la mère de Kayla, a enterré sa fille à San Diego. Les mots « Elle aimait les montagnes et les montagnes l'ont emportée » sont gravés sur la pierre tombale. Barbara n'a plus jamais gravi la Sierra Nevada. J'ai perdu ma fille. Robert et Mary n'ont même pas pu enterrer leur fils. Je ne sais pas ce qui est le pire, a-t-elle déclaré lors du service commémoratif. L'histoire de Brandon et Kayla Adams est devenue l'une des plus mystérieuses de l'histoire des parcs nationaux de Californie. 2 alpinistes expérimentés, équipés de tout le matériel nécessaire, ont disparu en plein jour sur un col dégagé, offrant une excellente visibilité. L'un d'eux a été retrouvé à 410 mètres plus bas, dans un endroit physiquement inaccessible sans équipement. Le second n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Les montagnes de la Sierra Nevada gardent leur secret. Que sont devenus Brandon et Kayla Adams en ce jour de septembre 2001? Pourquoi ont-ils laissé leur sac à dos derrière eux? Comment Kayla s'est-elle retrouvée dans un ravin isolé, sans blessure visible due à la chute? Où se trouve le corps de Brandon? Ces questions restent sans réponse. La nature ne s'explique pas. Elle existe simplement, ancienne, indifférente, imprévisible.
La famille Porter, originaire de Tacoma, dans l'État de Washington, est arrivée au mont Rainier dans la seconde moitié du mois d'août 2018. Les parents, David et Sarah Porter, et leurs 3 enfants, avaient minst prévu de passer le week-end à camper près du glacier Paradis, un endroit pittoresque situé à 2070 mètres d'altitude. C'était un rituel familial. Chaque été, ils passaient de quelques jours dans les montagnes pour initier leurs enfants à la nature et au camping. Leur fils aîné, Ethan, avait 9 ans. Leur fils cadet, Benjamin, avait 6 ans. Et leur fille en cadette, Emily, avait 4 ans. Le temps était parfait. Environ 15 degrés, un ciel dégagé, une excellente visibilité. La famille a installé son campement dans une prairie alpine ouverte, où l'herbe rase et l'absence d'arbres leur permettaient de voir à plus d'1 kilomètre dans toutes les directions. David a monté la tente pendant que Sarah préparait le dîner sur le réchaud de camping. Ethan et Benjamin jouaient à proximité, courant dans la prairie et explorant les rochers. Emily aidait sa mère. Vers 6 heures du soir, Ethan s'est assis pour nouer son lacet, qui s'était défait. Selon lui, il a été distrait pendant littéralement une demi-minute. Lorsqu'il a relevé la tête, Benjamin n'était plus là. Ethan a regardé autour de lui. Son frère avait disparu. Le garçon a couru vers ses parents en criant « Où est Ben? Je ne vois pas Ben !» David et Sarah se sont immédiatement précipités pour fouiller les environs. La panique grandissait à chaque seconde qui passait. Il n'y avait nulle part où se cacher dans la prairie ouverte. La visibilité était parfaite, mais Benjamin était introuvable. La famille a commencé à crier le nom du garçon et à fouiller chaque centimètre carré du campement. Des touristes voisins qui avaient déplanté leur tente au lit, à quelques centaines de mètres de là, ont entendu les cris et se sont joints à la recherche. 10 adultes ont ratissé la zone, vérifié les rochers et regardé dans chaque crevasse. Rien. Benjamin semblait s'être évaporé. David s'est rendu au poste des gardes forestiers, situé à 3 kilomètres de là, et a donné l'alerte. À 20 heures, une équipe de 6 gardes forestiers du parc national du Mont Rainier et 2 maîtres chiens, accompagnés de chiens de recherche bergers allemands, étaient entés sur place. Les chiens ont reçu le t-shirt de Benjamin pour le renifler. Les animaux ont repéré l'odeur et ont conduit le groupe vers le haut de la pente. La piste traversait une prairie alpine en direction de gros rochers de granit situés à environ 100 mètres du campement, plus près du glacier Paradis. Les chiens ont suivi la piste avec assurance, reniflant le sol. Mais lorsqu'ils ont atteint les rochers, les 2 bergers se sont soudainement arrêtés. Ils ont commencé à tourner en rond, à gémir et à reculer. Robert Hendrickson, maître chien qui travaillait avec ces chiens depuis 7 ans, a essayé de les rediriger, mais les animaux ont catégoriquement refusé de continuer. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré au capitaine de l'équipe de recherche, Steven Morales. Habituellement, un chien suit la piste jusqu'au bout ou la perd progressivement. Ici, c'est comme si la piste disparaissait dans les airs. Le lendemain, 2 autres chiens ont été amenés d'un comté voisin. Le résultat a été le même. Les 2 ont suivi la piste jusqu'au rocher, puis ont refusé d'aller plus loin. Le capitaine Morales a suggéré que le garçon avait peut-être traversé une zone rocheuse, ou un ruisseau où l'odeur ne pouvait pas persister. Cependant, il n'y avait ni eau ni terrain particulièrement rocheux à proximité qui puisse expliquer la perte de la piste. À la tombée de la nuit, la température avait chuté à 2 degrés, bien en dessous de 0. La neige a commencé à tomber alors que le service météorologique n'avait pas prévu de précipitations. Un enfant de 6 ans, vêtu d'un t-shirt et d'un short, ne pouvait pas survivre longtemps dans de telles conditions. Les gardes forestiers ont travaillé toute la nuit avec de puissantes lampes torches et des équipements d'imagerie thermique, inspectant chaque zone dans un rayon de 3 km. Au matin, l'opération de recherche a été étendue à une échelle
rarement vu, même dans un parc national. Plus de 300 bénévoles, gardes forestiers, équipes de recherche et de sauvetage de 5 comtés, volontaires et une unité de la garde nationale ont ratissé la zone. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques et des drones ont été utilisés et des équipes d'alpinistes ont inspecté les zones difficiles d'accès près des glaciers. Les médias locaux ont couvert l'événement et des centaines de personnes sont venues chaque jour pour aider aux recherches. Les parents de Benjamin sont restés sur le site des recherches. Sarah pleurait en serrant ses plus jeunes enfants dans ses bras. David a rejoint tous les groupes de recherche, refusant de se reposer. « Mon fils est quelque part là-bas. Nous devons le retrouver. Il ne peut pas avoir disparu comme ça, » répétait-il sans cesse. Des amis et des proches ont organisé une collecte de fonds, offrant une récompense de 20 000 $ pour toute information permettant de localiser le garçon. Les jours se sont transformés en semaines, puis en 2 semaines. Les recherches se sont poursuivies sans interruption pendant 12 jours, mais en vain. Le capitaine Morales a déclaré lors d'une conférence de presse « Nous avons fouillé chaque mètre carré dans un rayon de 8 km. Nous avons utilisé toutes les technologies et toutes les ressources disponibles. Malheureusement, Benjamin n'a pas été retrouvé. Nous n'abandonnons pas les recherches, mais nous passons en mode patrouille. » Les chances de retrouver l'enfant vivant après tant de jours passés dans les montagnes, à basse température, étaient pratiquement nulles. 16 jours après sa disparition, tôt le matin, un groupe de chasseurs, un père et ses 2 fils adultes originaires de Yakima, escaladaient une voie isolée à une altitude de 2850 mètres, soit près de 760 mètres, au-dessus du campement de la famille Porter. Il s'agissait d'une section techniquement difficile, nécessitant la traversée de 2 glaciers et d'une crête rocheuse. L'itinéraire n'était pas destiné aux touristes. Seuls des alpinistes expérimentés disposant d'un équipement complet pouvaient l'emprunter. Le chasseur chevronné Mark Jenkins a remarqué quelque chose de brillant près d'un gros rocher. En s'approchant, il a été stupéfait de voir un petit garçon assis par terre, adossé au rocher. L'enfant portait le même t-shirt et le même short, mais il n'avait pas de chaussures. Il semblait à demi conscient, mais vivant. Mark a immédiatement appelé les secours et ses fils ont couvert le garçon avec leurs vestes. Un hélicoptère est arrivé 40 minutes plus tard et a emmené Benjamin à l'hôpital Harborview de Seattle. Un examen médical a révélé un état d'épuisement grave. Le garçon avait perdu environ 4 kilos. Il était déshydraté et présentait de multiples écorchures mineures sur les bras et les jambes. L'état de ses pieds était surprenant. Il n'y avait pratiquement aucune lésion grave, seulement des égratignures et des éraflures mineures. Le docteur Elizabeth Collins, la pédiatre qui a examiné le garçon, a déclaré plus tard « Si un enfant avait traversé 2 glaciers et gravi 750 mètres pieds d'homme nu, ses pieds seraient mis dans un état terrible. Coupures, gelures, blessures profondes. Ici, nous constatons des dommages minimes. Les parents sont arrivés à l'hôpital 3 heures plus tard. Les retrouvailles ont été émouvantes. Sarah a pleuré, sans discontinuer, en serrant son fils dans ses bras. David se tenait à côté, tenant l'épaule de sa femme, incapable de parler. Benjamin a reconnu ses parents et les a serrés dans ses bras, mais il était très léthargique et ne pouvait pas vraiment expliquer ce qui s'était passé. Le lendemain, lorsque l'état du garçon s'est stabilisé, la psychologue pour enfants Jennifer Thomas a eu une conversation prudente avec Benjamin en présence de ses parents. L'enfant a déclaré « Je jouais avec Ethan, puis j'ai vu un grand homme poilu derrière les rochers. Il me faisait signe. Il était très grand. Je suis allé voir, puis j'ai dormi très longtemps. Je me suis réveillé sur les rochers. » Ses parents ont essayé de lui demander plus de détails, mais Benjamin n'a pas pu ou n'a pas voulu en dire plus. La psychologue a expliqué au porteur que les enfants dans des situations extrêmes
crée bien souvent des fantasmes protecteurs pour faire face au stress et à la peur. L'image d'un grand homme pourrait être la façon dont l'esprit de l'enfant explique ce qui s'est passé. Il a peut-être vu une ombre, un arbre, un rocher, quelque chose qui l'a effrayé ou qui a attiré son attention. Dans un état d'hypothermie et de stress, la perception est déformée. L'enquête a été menée par l'inspectrice Carol Evans du bureau du shérif du comté de Pierce. Comment un enfant de 6 ans a-t-il pu escalader 760 mètres de terrain montagneux accidenté, traverser des glaciers et franchir des zones rocheuses? Les alpinistes experts consultés dans le cadre de l'enquête ont déclaré qu'il était physiquement impossible pour un enfant de cet âge de le faire sans l'aide d'un adulte. Le docteur Michael Ryan, spécialiste en psychologie infantile et en traumatologie, a proposé une explication. Dans des situations extrêmes, le corps humain est capable de choses incroyables. L'adrénaline, l'instinct de survie et la panique peuvent pousser un enfant à grimper, ramper et se déplacer avec une force et une persévérance qui seraient impossibles dans des circonstances normales. Les enfants sont plus souples et plus légers et peuvent se faufiler dans des espaces étroits. Benjamin a peut-être trouvé un chemin qu'il pouvait emprunter, se déplaçant instinctivement. La théorie selon laquelle quelqu'un aurait kidnappé ou porté le garçon a été étudiée et rejetée. À une altitude de 2850 mètres, il n'y avait aucun sentier qu'un adulte aurait pu emprunter avec un enfant. Les caméras situées à l'entrée du parc n'ont filmé aucun individu suspect. Tous les touristes qui se trouvaient dans la région le jour de la disparition ont été interrogés et contrôlés. Comment un garçon de 6 ans a-t-il survécu 16 jours dans les montagnes, à des températures inférieures à 0? Comment a-t-il pu grimper à une hauteur inaccessible sans équipement d'alpinisme? La médecine et la science offrent des explications rationnelles. Instinct de survie, souplesse enfantine, chance. Mais pour la famille Belupimi Porter et beaucoup de ceux qui ont suivi cette histoire, ce qui s'est passé reste un miracle inexplicable. Benjamin est revenu. Tous les enfants qui se perdent dans les montagnes ne rentrent pas chez eux. La matinée de juillet 2007 était claire et prometteuse. Le professeur Martin Scholz de l'université de Heidelberg a conduit un groupe de 8 étudiants en géologie au sommet du mont Whitney, le point culminant des États-Unis continentaux, qui s'élève à 4421 mètres au-dessus du niveau de la mer. Schultz, 63 ans, était l'un des plus grands experts européens en tectonique des plaques et en roches volcaniques, auteur de 7 livres et de plus de 200 articles scientifiques. Il était venu en Californie pour participer au programme d'été de géologie de l'Université de Californie afin de partager ses connaissances avec une jeune génération de chercheurs. Ce voyage n'était pas une sortie touristique, mais un projet de recherche sur le terrain. Schultz prévoyait de prélever des échantillons de granit à différentes altitudes, afin d'analyser l'histoire géologique de la formation de la Sierra Nevada. Ses étudiants, des jeunes âgés de 20 à 24 ans issus des universités de Californie et du Nevada, étaient ravis de pouvoir travailler avec un scientifique aussi renommé. Parmi eux se trouvait Jason Turner, un étudiant diplômé de Berkeley, Emily Chen, une étudiante de dernière année de Stanford, Michael Rodriguez, de l'Université de Californie à Los Angeles, et 5 autres jeunes géologues. Le groupe a commencé son ascension depuis le départ du sentier au lac Whitney Portal à 4h du matin afin d'éviter les orages de l'après-midi qui se développent souvent en haute altitude. Schultz était en excellente forme physique pour son âge. Il faisait régulièrement de l'escalade dans les Alpes. Il considérait le travail sur le terrain comme une partie intégrante de la géologie. Chacun portait un sac à dos contenant de la nourriture
de l'eau, des vêtements chauds et du matériel scientifique. Schultz avait également emporté son marteau de géologue préféré, un outil qu'il utilisait depuis 30 ans et qui lui avait été offert par son directeur de recherche. L'ascension s'est déroulée sans encombre. Le groupe s'est arrêté régulièrement pour que le professeur explique les caractéristiques géologiques des roches environnantes, montre comment déterminer l'âge des formations et décrive les processus qui ont créé ces montagnes majestueuses il y a des millions d'années. Les étudiants prenaient sous note de ces paroles, photographiaient des échantillons et posaient beaucoup des questions. Schultz était dans son élément, un enseignant passionné partageant des décennies de connaissances accumulées. À midi, le groupe avait atteint une altitude d'environ 4100 mètres, marchant le long d'une crête rocheuse, étroite avec des pentes raides des deux côtés. La visibilité était excellente. On pouvait voir à des kilomètres et à la ronde. Le sentier était bien balisé, mais étroit, ne mesurant que 60 à 90 mm de large par endroit, avec des pentes abruptes de chaque côté. Schultz marchait à l'arrière du groupe, comme il le faisait habituellement lors de telles expéditions. Il aimait s'arrêter, examiner les roches et prélever des échantillons sans retarder les autres. Jason Turner, en tant qu'étudiant senior, menait le groupe. Le professeur était à environ 50 mètres derrière, s'arrêtant régulièrement pour étudier des formations géologiques fascinantes. Les étudiants le voyaient, derrière eux, penché sur l'affleurement rocheux, en train de marteler. Vers midi, le deuxième jour, un événement transforma cette expédition scientifique en tragédie. Les étudiants qui marchaient fabre devant entendirent un bruit, pas tout à fait un cri, plutôt une brève exclamation de surprise ou d'alarme. Ils se retournèrent. Schultz avait disparu derrière la corniche rocheuse. Jason a crié « Professeur Schultz, vous allez bien ?» Silence. Seul le vent et l'écho de sa propre voix. Le groupe a immédiatement rebroussé chemin. Après avoir couru environ 70 mètres, ils ont atteint l'endroit où ils avaient vu le professeur pour la dernière fois. Son marteau de géologue gisait sur le sentier. Son sac à dos était posé à proximité, soigneusement appuyé contre un rocher. Mais Schultz avait disparu. Les étudiants ont commencé à crier son nom et à fouiller les environs. À droite du sentier, la pente descendait sur plusieurs centaines de mètres, raide mais pas abrupte, couverte de rochers et d'une végétation clairsemée. À gauche se trouvait une paroi rocheuse presque verticale. Emily Chen descendit prudemment quelques de mètres le long de la pente, s'agrippant au rocher, dans l'espoir d'apercevoir le professeur en contrebas, peut-être tombé et blessé. Rien. Michael Rodriguez vérifia le sentier devant et derrière eux. Peut-être que Schultz les avait dépassés ou était tombé encore plus loin derrière. Rien. La panique commença à s'installer. Jason prit une décision. 2 étudiants resteraient bandés sur place et continueraient à fouiller les environs immédiats. Pendant ce temps, les autres iraient chercher de l'aide. Jason et Emily restèrent sur place, continuant à fouiller la zone et à appeler le professeur à grands cris. Les 6 autres entamèrent une descente rapide vers le poste des gardes forestiers. À 6 heures du soir, les gardes forestiers du parc national de Sequoia arrivèrent sur les lieux. Le capitaine de l'équipe de recherche organisa une fouille systématique de la zone dans un rayon d'1 demi-mile autour de l'endroit où le marteau et le sac à dos avaient été trouvés. Des mégaphones et des sifflets furent utilisés. À la tombée de la nuit, de puissants projecteurs furent apportés. La température à cette altitude descendait à 6 degrés la nuit. Sans les vêtements chauds qui se trouvaient dans le sac à dos, les chances de survie étaient limitées. Le matin, les opérations de recherche ont été élargies. Plus de 60 personnes, gardes forestiers, bénévoles, alpinistes, ont ratissé les pentes du mont Whitney. Un hélicoptère a survolé la zone. Des chiens ont tenté de repérer l'odeur, mais sur un sentier rocheux à une telle altitude,
les traces olfactives sont pratiquement impossibles à détecter. Tous les endroits où une personne aurait pu tomber ou se rendre ont été inspectés. Grottes, crevasses, zones cachées, derrière des rochers. Les étudiants ont été interrogés à plusieurs reprises. Ils ont tous raconté la même histoire. Ils ont entendu un bruit et bref, se sont retournés, ont vu que le professeur n'était pas visible au détour du sentier, ont couru en arrière et n'ont trouvé que son équipement. Personne n'a vu ce qui s'était passé. Personne n'a entendu les bruits d'une chute, le grondement des pierres, l'impact sur les rochers. Jason a décrit le dernier moment où il a vu Schultz. Il était debout, penché sur l'affleurement rocheux, travaillant avec un marteau. Il semblait tout à fait normal. Nous nous sommes détournés et avons continué à marcher. Peut-être 2 minutes se sont écoulées. Puis, nous avons entendu le bruit. Les proches de Schultz en Allemagne ont été prévenus. Sa femme, Ingrid, et sa fille adulte, Katharina, se sont envolés pour la Californie 3 jours plus tard. Ingrid, elle-même professeure de chimie, essayait de rester calme, mais il était évident qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Martin connaissait les montagnes. Il est prudent, attentif. Il n'aurait pas pu simplement tomber. Il s'est passé quelque chose, répétait-elle. Les recherches se sont poursuivies pendant 5 jours. La zone dans un rayon de 3 miles autour du point de disparition a été minutieusement fouillée. Des équipes d'alpinistes ont descendu toutes les pentes raides, vérifiant les endroits où il aurait pu tomber. Rien. Le professeur Martin Schultz semblait s'être évaporé dans les airs. Puis, le 6e jour, un groupe de touristes de Los Angeles qui escaladait le mont Whitney fit une étrange découverte. À une altitude d'environ 4300 mètres, 200 mètres au-dessus du point où Schultz avait disparu, presque au sommet, une veste gisait parmi les rochers. L'une des touristes, Rachel Stevens, infirmière, remarqua la veste orange vif et la ramassa. La découverte a été immédiatement signalée aux gardes forestiers. Les étudiants ont identifié la veste comme étant celle du professeur. Ils l'avaient vu l'enfiler le matin même avant le début de l'ascension. Schultz portait un coupe-vent léger par-dessus son t-shirt. Les recherches se sont concentrées sur la zone autour du sommet. Les équipes ont méthodiquement inspecté chaque recoin dans un rayon d'1 kilomètre autour de l'endroit où la veste à pet a été trouvée. Rien d'autre n'a été trouvé. Aucun autre vêtement, aucun corps, aucun signe de présence humaine. Comment le professeur Schultz a-t-il pu se retrouver à 180 mètres au-dessus de l'endroit où il a disparu? Il marchait avec le groupe dans la montagne, mais il était à la traîne plutôt qu'en tête. Les étudiants ne l'ont pas vu les dépasser. Il n'y a qu'un seul sentier dans cette zone. Il n'y a pas de détour possible. Pour monter d'une altitude de 4100 mètres à 4300 mètres, il faut passer par l'endroit où Jason et Emily, les étudiants, sont restés sur le site de recherche. L'équipe d'enquête a interrogé tous les randonneurs qui se trouvaient sur la montagne ce jour-là. Plusieurs groupes ont donc gravi le sommet par le même itinéraire. Personne n'a vu un homme âgé seul, vêtu d'une veste orange, marchant sans sac à dos ni équipement. À une telle altitude, un randonneur sans sac à dos attirerait l'attention, car cela est dangereux et inhabituel. Les experts en alpinisme étaient perplexes. L'un d'entre eux, Douglas Craig, alpiniste fort de 40 ans d'expérience, a expliqué « L'ascension de 4500 à 4300 mètres prend environ 1h30 à 2 heures d'escalade active pour une personne entraînée, mais c'est sur le sentier, avec des arrêts, avec un équipement normal. Le professeur Schultz a laissé son sac à dos en bas. Il n'avait ni eau, ni nourriture, ni vêtements chauds. Pourquoi aurait-il continué à grimper en laissant tout son équipement derrière lui? Certains ont suggéré un incident médical, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une désorientation soudaine. Mais alors, comment sa veste s'est-elle retrouvée si haut? Peut-être que Schultz s'est senti mal et, dans un état d'esprit confus,
a commencé à bouger sans se rendre compte de ce qu'il faisait, grimpant vers le haut au lieu de descendre pour chercher de l'aide. Mais même dans un tel état, une ascension de 600 pieds sur un sentier escarpé représente un effort physique considérable. L'hypothèse selon laquelle quelqu'un aurait transporté la veste à l'étage a été envisagée, mais semblait peu probable. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Et où était le corps du professeur? Les recherches se sont poursuivies pendant 2 semaines, mais en vain. La famille de Schultz est rentrée en Allemagne, dévastée. L'université de Heidelberg a organisé une cérémonie commémorative en l'honneur de cet éminent universitaire. Ses étudiants, qui étaient avec lui, ce jour-là, ont porté le poids de la culpabilité et de la confusion. Nous aurions dû rester ensemble. Nous n'aurions pas dû le laisser prendre du retard, a déclaré Jason Turner lors de la cérémonie. L'affaire du professeur Martin Schultz reste ouverte. Chaque été, les gardes forestiers ont pour consigne d'être attentifs à tout ce qu'ils trouvent sur les pentes du mont Whitney. Vêtements, équipements, restes humains. Parfois, les montagnes rendent leurs disparus des années plus tard, lorsque la fonte des neiges ou des glissements de terrain exposent ce qui était caché. Le marteau de géologue et le sac à dos de Schultz ont été rendus à sa famille. Ingrid a fait don du marteau au musée de l'université de Heidelberg, accompagné d'une plaque sur laquelle on peut lire « L'outil du professeur Martin Schultz, chercheur, enseignant, un homme qui aimait les montagnes et leur a consacré sa vie ». L'histoire du professeur Schultz nous rappelle que les montagnes ne font pas de distinction entre les expérimentés et les inexpérimentés, entre les jeunes et les vieux, entre les touristes et les scientifiques. Elles existent selon leurs propres lois, indifférentes aux plans et aux intentions des humains. Que s'est-il passé pour Martin Schultz ce jour de juillet? Pourquoi sa veste a-t-elle été retrouvée à une altitude qu'il n'aurait pas pu atteindre physiquement à ce moment-là? Ces questions restent sans réponse. Un autre mystère que la Sierra Nevada garde dans ses roches anciennes. Et tant que les réponses resteront cachées dans les falaises de granit, nous ne pouvons que deviner ce qui s'est passé pendant ces moments fatidiques et continuer à chercher la vérité. C'est tout, mes amis. Mettez un pouce vers le haut si vous avez trouvé cela intéressant. Écrivez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.